Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est en face-à-face aujourd'hui avec Patrice Franceschi, qui est aventurier au teint éternellement allé, écrivain, compagnon de route et de combat du peuple kurde et auteur de ce livre « Avec les Kurdes, ce que les avoir abandonnés dit de nous ». Et c'est aux éditions Tract de Gallimard. Alors, Patrice Franceschi, on se connaît, vous êtes venu souvent et toujours avec plaisir pour nous à Sud Radio. Et cette collection Tract, qui est formidable parce qu'il publie des petits textes denses sur effectivement une cause, un combat. Et alors évidemment avec les Kurdes, et on vous a reçu déjà, vous avez fait, c'est pas le premier livre que vous faites sur le combat des Kurdes, un combat très difficile, un combat terrible, et un combat hélas qui n'est pas encore gagné, c'est le moins que l'on puisse dire. Et qui est tombé dans le trou noir de l'actualité de manière très injuste aujourd'hui. Absolument. Donc pour laquelle oui, on va parler, alors on sait que, alors très rapidement vous allez dire, où en est la situation aujourd'hui du Kurdistan? On est grosso modo revenu à ce que nous avions comme situation en 2014 avant la bataille de Kobané. C'est-à-dire que tout le gain territorial, militaire, politique et diplomatique contre l'État islamique, qui à Raqqa avait planifié les attentats en France, tout ce gain, pendant 5 années de guerre, a été grosso modo actuellement perdu. Pas totalement, il n'y a pas une cause désespérée, mais en laissant Erdogan, il y a à peu près 1 an, attaquer les Kurdes, parce que les Américains avaient abandonné les Kurdes et nous avions suivi avec notre rhétorique de l'impossible, en le laissant s'emparer à nouveau pour la 3e fois en 3 ans d'une partie du Kurdistan syrien, eh bien il y a eu ce recul. Ce qui est très grave là-dedans, c'est que d'abord il s'agit d'une faute morale. On a abandonné les Kurdes, les forces démocratiques syriennes, qui se battaient ils sont battus pour nous, contre l'ennemi commun, Kurdes, Arabes et chrétiens, des forces démocratiques syriennes, 36 000 tués et blessés pendant ces 5 ans de guerre, et Raqqa et Daesh sortis de l'histoire, du moins territorialement, si ce n'est idéologiquement par là. Donc faute morale d'abandonner ses frères d'armes. Faute politique ensuite, parce que maintenant les Turcs réinstallent les djihadistes. Comme ils ne sont plus fixés là-bas, ils ont pu envoyer leurs djihadistes en Libye, et nous avons perdu sur la Libye, et maintenant c'est en Méditerranée avec les Grecs, et ainsi de suite. Donc, les Grecs. Donc la faute politique est aussi considérable que la faute morale. Rien n'est perdu, on peut revenir, on peut reprendre la situation en main, on peut, contre le destin, il y a toujours des possibilités, avoir un quart d'heure de souffle de plus que lui. C'est évidemment, chez Gallimard, dans ce tract, la cause que je plaide, c'est-à-dire qu'il faut ne pas considérer que, bon, comme toujours, c'est trop tard, mais qu'il y a encore des choses à faire. Mais le sous-titre aussi, pour moi, était important pour expliquer ça. Ce que les abandonnés a dit de nous, absolument. Mais ça, c'est effectivement, vous faites le miroir qui réfléchit ou qui, hélas, ne réfléchit plus. Mais auparavant, je voudrais quand même que vous me donniez, parce que vous allez très souvent sur le terrain, mais au-delà de ça, on voit très bien aujourd'hui Erdogan, la Turquie. Attention, le discours aujourd'hui est clair. On avance, on prend, on va occuper, et l'Europe, il traite Macron d'ailleurs de couard et etc. Et puis l'Europe, on n'en a rien à faire. Nous, on avance. Qu'est-ce qu'il veut? Le discours. Oui. Nous sommes là aussi dans cette affaire-là, concernant le nord de la Syrie, ou le Moyen-Orient en général, dans le déni constant depuis des années. On ne veut pas écouter ce qu'écrit Erdogan. Au moment où Hitler écrivait Mein Kampf, les intellectuels, les politiques disaient « c'est un fou, ce qu'il écrit, ce qu'il écrit, le fera jamais, c'est impossible ». En fait, ce genre de tyrans, de dictateurs, de totalitaires, écrivent toujours ce qu'ils veulent faire. Et ça fait longtemps qu'Erdogan dit qu'il veut réinstaurer évidemment l'Empire ottoman, de Vienne jusqu'au fin fond de l'Arabie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme il continue en Libye, si vous regardez bien, les Égyptiens, les Saoudiens, les Émiratis ont tellement peur. Soudain, ils se disent, il va le faire, et ils se dressent contre lui, aidés évidemment, lui, Erdogan, par le Qatar, ce sont les frères musulmans d'un côté, les wahhabites de l'autre, etc. Leur problème interne. Nous, en ce qui nous concerne, Daesh, qui nous a littéralement attaqués, non pas pour ce que nous aurions fait aux islamistes, mais ce que nous sommes. L'alliance que les Kurdes ont menée, bien entendu avec les chrétiens, mais surtout avec les musulmans arabes, majoritaires contre les islamistes, on confond tout islamiste dans cette affaire-là, démontrait ceux qui ont le plus subi, et j'en suis le témoin depuis le début de la guerre, en accompagnant les Kurdes, ce sont les musulmans des zones nord de la Syrie qui ont le plus souffert, avec les chrétiens aussi évidemment, des islamistes. Et non pas, et à peu près autant que les Kurdes quand même.
Par conséquent, confondre tout cela et ne pas vouloir voir ce que faisait Erdogan nous a mené à cette situation. Oui, sinon, mais... on aurait répliqué avant. Oui, mais alors, attendez, Patrice Franceschi, pourquoi tout le monde, de Poutine à Trump, pour ne pas les nommer, avec Angela Merkel, eh bien, Angela tout le monde dit allez, open bar, en fait, Erdogan, alors, vas-y. Pour les uns, la peur domine. Nous sommes un peuple effrayé, les Européens dirigés par des gens effrayés. La peur domine, et d'ailleurs l'affaire du Covid-19 le démontre. Voilà, c'est la peur qui nous mène, qui nous guide aujourd'hui. Ce n'est plus... Vous savez, je plaide aussi... de la peur, c'est aussi et puis comment la manœuvre. Ouais. Et je considère que la valeur suprême, que pendant longtemps nous avons soutenue, voulu, qui était la liberté, irrigue toutes les autres. Sans elle, les autres valeurs ne valent rien. Vivre dans un monde propre, merveilleux, sans être libre, quel intérêt? Si c'est pas pour vivre pleinement, c'est pas la peine d'exister. La peur empêche tout cela. Angela Merkel, 3 millions de Turcs en Allemagne, qui sont très pro-Erdogan, pas d'histoire. Ouais. Nous, on a les mêmes problèmes aussi avec ce qui se passe avec le lobby pro-turc en France. Macron est en train de prendre des décisions très positives contre tout cela, parce qu'il s'aperçoit soudain qu'il ne faut plus être dans le déni, parce que ça s'aggrave. 3 ans et demi, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, mais mieux vaut tard que jamais. Et donc, maintenant, on commence, à cause de la menace des Turcs contre les Grecs, que finalement, ce que le petit tyran du Bosphore avait dit depuis longtemps, et les massacres de Kurdes, de chrétiens, de musulmans arabes dans le nord de la Syrie, eh bien, il va le poursuivre. Et il faut peut-être commencer à réagir. C'est ça l'histoire. Nous, moi... Alors, attendez, juste pour rester en terminer, enfin, provisoirement là-dessus, et les raisons de Trump et de Poutine. Alors là, nous sommes, effectivement, le deuxième volet, Trump-Poutine, la Turquie, Erdogan est un homme d'État. Il sait exactement ce qu'il veut, et c'est pour ça, il est intelligent, il est malin, il est déterminé, il veut aller jusqu'au bout, et c'est en ça qu'il est dangereux. C'est pas un... faut pas le prendre pour un, comment dirais-je, un abruti, ou n'importe quoi, pas du tout. Pas du tout. Donc il est dangereux. Et là, il joue très bien de sa position à l'intérieur de l'OTAN. Pour les Américains, l'OTAN sera toujours plus important que la Syrie, que le Moyen-Orient, etc. Surtout si ça peut un peu miner la défense européenne et que nous continuons à être dans la main pour notre défense des Américains. Pour Poutine, eh bien, ça permet, en soutenant de temps en temps Erdogan, mais pas tout le temps, de faire en sorte que Bachar al-Assad... Les Kurdes, les chrétiens, les Arabes dans la Syrie, ils sont entre la peste et le choléra, Bachar al-Assad et Erdogan, hein. Ça leur permet de manœuvrer, de garder leur emprise territoriale en Syrie, de gêner l'OTAN, quel bonheur pour Poutine, donc de gêner les Américains. C'est donc eux, ils jouent sur ces deux pôles qui ne sont pas de la peur, mais qui sont de la réelle politique. Donc Erdogan bénéficie de la complicité de la... Enfin, plus ou moins avoué, plus ou moins objectif. Et effectivement, c'est la réelle politique dans sa splendeur horrible. Trump, quand il abandonne les Kurdes... En gros, c'est j'ai plus besoin de vous, 36 000 tués et blessés, il n'y a plus de Daesh, je vous dégage. Mais je négocie tout ça avec le monsieur Erdogan, de telle sorte que les bases américaines sur le flanc sud-est de l'OTAN, on les préserve et ça va emmerder les Européens. Bien, et Poutine, il est content, il a foutu le bordel. Pour parler en termes un peu plus crus. Et les victimes dans l'affaire, ce sont ces millions de Kurdes, d'Arabes et de chrétiens du nord de la Syrie qui avaient retrouvé pour la première fois depuis très longtemps leur liberté, leur autonomie, et que nous abondons dans le trou noir de l'actualité. Alors, Patrice Franceschi, on va parler de ce que ça dit de nous, mais l'Europe là-dedans, donc comme d'abord, elle est divisée, inexistante, elle fait rien. Parce que l'Europe aurait pu prendre une attitude quand même, c'est près de chez elle. Hein, mais regardez ce que fait l'Europe au Sahel. Notre président demande aux Européens de l'aider dans l'intervention du djihadisme, de l'islamisme au Sahel, qui est en train de réellement, regardez ce qui se passe, de pourrir totalement la situation. Le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, etc. C'est tragique ce qui arrive aux populations qui se trouvent là-bas, à cause des États faillis de la région, il faut le dire, qui vont se retrouver sous l'emprise, comme les Kurdes, les Arabes et les chrétiens de la Syrie, il y a 5 ou 6 ans, sous l'emprise de l'islamisme radical, du terrorisme, et croyez-moi, ils sont sans pitié. Les Européens, que notre président, dont le précédent était intervenu pour sauver la situation, appellent les Européens à l'aider. 50 Lettons, 50 Luxembourgeois, des choses comme ça. Je plaisante, mais qu'à moitié, c'est très triste, ce qui nous arrive. Ce qui est très intéressant, c'est que notre volonté de défense s'est réellement amenuisée en même temps que notre volonté de vivre libre. Ça, c'est au fond ce qui mine la civilisation européenne depuis un certain nombre de temps. Nous sommes passés dans les temps post-héroïques.
de l'inversion totale des valeurs, et à partir de là, on commence à comprendre pourquoi, même j'ai écouté ce que vous disiez tout à l'heure dans les situations de l'actualité, le déni, la peur finalement, mais la situation de ce qui se passe pour le Covid-19 est assez remarquable pour comprendre ce que nous sommes devenus. Que les gens on a annoncé pendant le confinement, tous les soirs, le nombre de morts. Comme il y en a de moins en moins, maintenant on annonce le nombre de cas. Il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce que c'est que ce changement? Ça n'a rien à voir. C'est simplement pour continuer à nous faire peur. Parce que les peuples effrayés, on les maîtrise davantage que le... Ce qu'il y a de très grave, c'est qu'on va vouloir, et vous le verrez, tenter, et le peuple doit se révolter contre ça, tenter de faire que le masque, en fait, perdure. Vous verrez. On dira une grippe normale, une gastro-entérite. C'est vrai que si vous mettez un masque, vous restez chez vous, confiné, c'est plus efficace. On peut s'enfermer aussi dans une chambre, ne pas bouger de son lit. Et en espérant vivre jusqu'à 100 ans. Ce qu'il faut repenser entièrement, c'est que vaut la liberté? Que vaut une vie sans liberté? Et qu'est-ce que le risque dans la liberté? La liberté, ça coûte très cher. C'est comme ça, la vie. La soumission, rien du tout. C'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. Toute l'histoire du monde, de l'humanité, est irriguée par ces grandes questions. Nous avons eu à certaines époques, la Révolution française et d'autres, dans les temps anti-héroïques, l'idée que rien ne valait au-dessus de la liberté et que pour elle, on était prêt à mourir. La résistance, par exemple, la guerre, tout cela. Aujourd'hui, la question quasiment, globalement, majoritairement, ne se pose pas. D'abord vivre. Et vivre à n'importe quel prix. Et à n'importe quel prix. Vous savez, et puis on revient un peu aussi aux côtés du pain et des jeux pour avoir la paix sociale, etc. Bien sûr. À partir du moment, à mes yeux, où une civilisation, une culture, un peuple pense que la liberté, finalement, passe en numéro 2, numéro 3, et non pas en numéro 1, des valeurs à défendre, c'est une civilisation qui est, a priori, perdue. Elle ne se défendra pas. La question est à se poser notamment au niveau de nos armées. Imaginons que si on a peur du virus, à ce point-là, jusqu'à d'arrêter les opérations, à quoi bon avoir une armée, franchement? Ce sont des questionnements sur les vagues de fond du temps long de ce qui nous arrive, non pas sur les événements immédiats. Mais les événements immédiats sont souvent la traduction de ce qui nous arrive sur le temps long. C'est les cubes qui expliquent les choses. Et la vraie pensée que nous devons avoir aujourd'hui, moi en tant qu'écrivain, en tant que philosophe, en tant qu'homme d'action sur le terrain, c'est la liberté. Alors c'est pas tellement les libertés qui sont menacées que l'érosion de notre volonté de vivre libre. Oui, c'est ça. Et puis avec, vous l'avez dit, on va reparler la haine de soi, tout ça va avec la dévalorisation, le déni. Et puis vous savez, c'est Nassim Nicolas Taleb, ce merveilleux philosophe libano-américain, qui disait on ne peut rien faire sans risquer sa peau. Dans tous les sens du terme. Oui. À tout point de vue. Jouer sa peau. Aujourd'hui, si nous étions dans la situation de 1940, est-ce qu'il y aurait De Gaulle, est-ce qu'il y aurait la résistance? Est-ce qu'il y a des gens moulins qui disent j'y vais et puis évidemment je mets ma vie en jeu terriblement, plus la peur qui précède sa vie en jeu, vivre dans la clandestinité, la peur au ventre, etc. Ce qu'ont connu les Kurdes avant 2014, après au combat, Raqqa, etc. Les guerres apocalyptiques. Bon, mais ils estimaient, j'ai assez vécu et combattu avec eux, ils estimaient que rien ne valait vivre libre. Quelque chose que eux, justement, n'avaient jamais eu. Jamais, jamais. Ouais. Alors que nous, on a perdu. Au fond, finalement, on constate on a eu cette liberté, mais... Alors, ça fait 70 ans au moins qu'on l'a sans la guerre. Et donc, c'est une sorte d'acquis dont on ne sait plus la valeur que nos anciens ont dû combattre pour l'obtenir. Raison. Et en fait, c'est très bien qu'il n'y ait plus la guerre, qui souhaite la guerre. Non. Mais ne pas perdre l'instinct de liberté, c'est très important. C'est extrêmement important. Et dans les sociétés comme la nôtre, qui sont des sociétés de surplus, des sociétés de prospérité, quoi qu'on en dise, par rapport au reste du monde, par comparaison, dans ces sociétés-là, finalement, se perd tout ce dont on n'a plus besoin. Le courage, par exemple. C'est plus utile. Une société pacifiée, je risque pas ma vie quand je sors de chez moi. Au pire, de me faire casser la gueule par des voyous. Mais il y a un tas de pays où vous êtes morts. Donc, ce dont on n'a plus besoin se perd. Et en fait, la pensée politique devrait être, puisque ça va se perdre parce qu'on n'en a plus besoin, mais que si on le perd, c'est très grave, comment le conserver d'une manière ou d'une autre? Voilà. On va en parler après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec vous, auditeurs de Sud Radio, et avec Patrice Franceschi, avec les Kurdes, ce que les abandonnés dit de nous. Et on parlait effectivement de l'instinct de liberté, du fait de ne pas accepter les choses comme elles sont, de ne pas accepter la trahison des mots dont parlait Orwell, de ne pas accepter effectivement non seulement la trahison des mots, mais la trahison des idées, et de nous faire passer, vous savez, de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Attention, l'inventaire des vessies doit être fait
avant d'aller vers la lumière des lanternes. Et Patrice Franceschi, à la fin de votre livre, de votre tract là, que je recommande vraiment à nos auditeurs, vous parlez de Polybe. Polybe, le grand historien romain, hein, ça date pas d'hier. Et Polybe disait, et c'est vraiment très 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 actuel, aucune civilisation ne cède à une agression si elle n'a pas d'abord développé un mal qui l'a rongé de l'intérieur. Alors c'est quoi, en quelques mots, ce mal qui nous ronge de l'intérieur, en tout cas qui ronge une partie de l'Occident, on peut dire en tout cas? Alors, dans ce petit bouquin là, chez Gallimard, je tente d'essayer de comprendre ce qui nous arrive, qu'est-ce qui nous est arrivé, à travers un concept philosophique de base qui permet d'expliquer tout le reste. Et c'est mon ami Gérard Chaliand qui un jour m'a mis un peu sur la piste en disant finalement, si nous perdons toutes les guerres aujourd'hui, c'est parce que nous sommes entrés dans les temps post-héroïques. Y compris les guerres internes, hein, faut bien comprendre, oui. Et j'ai prolongé ce terme qui m'avait frappé à l'époque, dans nos discussions et les livres qu'on écrivait ensemble, en me disant finalement, pendant très longtemps, de l'Antiquité depuis l'époque homérique jusqu'à il y a à peu près un siècle, nous vivions dans des temps héroïques. C'est-à-dire que le modèle qui était donné aux enfants à l'école, etc., c'était tout ce qui tournait autour d'Homère, de l'Iliade, de l'Odyssée, etc. Et puis tout ça, peu à peu, a disparu. Et je pense que l'origine de notre mal, un peu plus d'un siècle en réalité, il date pas tout à fait d'hier, même s'il y a des rebonds, et il était très bien analysé par Nietzsche à l'époque sur la notion du ressentiment. Et tout a commencé, à mon avis, ce qui nous arrive aujourd'hui a commencé tout doucement à partir de cette période. C'est le prochain livre que je vais tenter de faire pour comprendre ce qui nous arrive. Et que automatiquement, quand on passe dans les temps post-héroïques, tout est regardé de cette manière-là, et donc ça mène mécaniquement à une inversion des valeurs. Le héros c'est la victime aujourd'hui, le héros d'avant, on n'en parle plus, l'amour de soi devient haine de soi, et ainsi de suite. On n'a pas le temps de tout développer, mais je tente là de faire la liste explicative des raisons pour lesquelles cela nous arrive. Et si on comprend cela, alors, et donc aussi la liberté. Le héros, il se bat pour la liberté. Quand il n'y a plus de héros, la liberté passe au second plan. C'est la sécurité, c'est la santé, etc. Il ne s'agit pas de dire que la santé, c'est pas important, évidemment, mais bien sûr. Moi, personnellement, je ne veux pas vivre en bonne santé comme esclave. Je préfère être en mauvaise santé, libre, s'il faut faire un choix. Ça, c'est les temps anté-héroïques. Les temps post-héroïques, c'est d'abord la santé. Si je suis esclave, c'est pas grave. Ça, c'est la valeur explicative de tout ça, et qui explique aussi que nous avons abandonné les Kurdes. Parce que finalement... Comme nous avons abandonné notre peuple. Tout le reste. Tout s'explique. Alors, mais comme le livre s'appelle Avec les Kurdes, c'est surtout par rapport à ça que je le note, mais à la fin du livre, nous, ce que nous sommes devenus. Et si on part de cette idée qu'effectivement nous sommes dans les temps post-héroïques, alors tout s'éclaire et on peut comprendre ce qui va encore nous arriver demain, et surtout comprendre comment cela peut ne pas nous arriver. Et vous avez vu, oui, bien sûr, mais ça, c'est l'idée. On en parlera, et c'est l'idée. Mais on a vu comment, toute la première partie de Berkov, dans tous ces états de l'émission, on voyait ces signes de quelque chose, d'un renoncement, d'une assignation à résidence. Par exemple, terrible, la raison qui a été constructive de notre civilisation est aujourd'hui abandonnée. Et c'est l'irrationnel qui revient partout. Et l'irrationnel, il permet l'inverse d'avant, c'est-à-dire le relativisme absolu, dire n'importe quoi. Tout se vaut. Tout se vaut. Et dire n'importe quoi. Je peux dire n'importe quoi. En fait, vous savez, dans l'Antiquité, au moment du combat de Platon contre les sophistes, Platon, pour lui, le langage devait servir à trouver le vrai, difficile à trouver, et pour les sophistes, le langage devait à convaincre, et en fait, on peut dire n'importe quoi. Nous revenons à tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans les malheurs des sophistes, comme dit l'autre. Et donc, la réalité de tout cela, moi, ce qui m'intéresse, c'est j'ai une vision sombre donc du monde qui se prépare à cause de ça, et une vision extrêmement optimiste sur le résultat final de ce combat, si nous combattons. Si nous combattons. Exactement. Donc, je plaide un humanisme combattant, et non pas effectivement un état des lieux, puis après je rentre me coucher, puis tout est perdu. Et il faudra toujours dire la liberté est un sport de combat. Et vous savez, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, dans ce grand livre Don Quichotte de Cervantes, vers la page 1500 pages, vers la page 50, Don Quichotte, qui est un peu un fou, il se cherche une devise pour la vie qu'il va mener. Et nous sommes dans les temps héroïques. Et il trouve comme devise extraordinaire: pour parure, j'ai mes armes, et pour repos, le combat. On mesure en entendant ça où nous en sommes aujourd'hui. C'est la voix du guerrier. Alors, est-ce que les auditeurs sont avec nous? Ah oui, ils sont très nombreux même à avoir composé le 0826 300 300. Et je vous propose de donner la parole à Max qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Max. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Franceschi. Bonjour.
Bonjour Max. Ouais, c'est un sujet très intéressant et très très large. Moi, ce que je voulais dire, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait parler, sur cette histoire de post-héroïsme, parce qu'effectivement on pourrait parler du Grand Kurdistan, qui d'après moi déjà était un leurre, était un fantasme. On a fait croire aux Kurdes que c'était possible, alors qu'on savait très bien que personne n'aurait accepté. Il y avait tellement de pays qui étaient dans cette histoire et personne ne voulait de ça. Oui, ils sont en 5 pays, oui. Voilà, après, c'est la réelle politique. On fait croire que, et puis après, on laisse tomber. C'est des proxys, c'est toujours la même chose. Après, moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que la France, de toute façon, c'est le problème de la France depuis qu'elle est rentrée dans l'Union européenne. Vous savez, je vais pas revenir sur les dates, mais à partir de Mitterrand, surtout, on a choisi l'Union européenne et on a choisi d'être des vassaux. Si vous voulez, on a arrêté d'avoir une vision pour l'économie, une vision pour le futur. C'est pas une question, c'est un discours. Oui, mais une façon de. Non, mais oui. Alors la question. Non, mais la question, c'est que d'après moi, non, c'était pour expliquer le contexte. C'est que ça remonte à loin. Et après, l'armée a fait des mauvais choix. Je ne parlerai pas de la Libye. Pourquoi on a attaqué la Libye? Pourquoi la Syrie, on n'a pas soutenu Bachar el-Assad? Pourquoi on a fourni des armes à l'Al-Nusra? Moi, je vous dirais, on ne peut pas en sortir si on ne sort pas de l'OTAN et d'une. Parce que je comprends qu'une partie de l'Europe a besoin de l'OTAN et a peur de la Russie, la Pologne, les Pays-Bas. Mais nous, il faudrait qu'on sorte de l'OTAN et il faudrait qu'on sorte de l'Europe. C'est la seule solution, parce que tant qu'on ne prend pas conscience que nous sommes des vassaux de l'Europe et des États-Unis et que nous faisons que des mauvais choix, parce que soit par vassalité, aller au Mali, c'est une folie, par exemple. Quand un État n'est pas stable, quand la superficie est trop grande et quand en plus vous avez des problèmes ethniques, vous n'allez pas mettre le doigt là-dedans, c'est pas possible. Donc il faut que la population prenne conscience de ça. Oui, alors écoute, très bien. Patrice Franceschi va vous répondre. Et alors, même moi, vous avez brassé tellement de sujets et tellement de questions complexes qu'en quelques mots, c'est absolument impossible de vous répondre. Oui, je retiendrai juste une chose. Il est clair que une nation, et là je vais parler de toute l'Europe, qui abandonne sa sécurité à d'autres, est une nation perdue. Donc l'OTAN, en fait, depuis un bon moment, joue contre la défense européenne et que ça permet effectivement aux Américains de nous vassaliser. Ça, c'est une réalité. Ça fait longtemps que je plaide pour une défense européenne, et je ne suis pas le seul, voilà. Et je vois mal, d'ailleurs, comment elle pourrait se faire dans l'OTAN. Voilà. Oui, mais alors juste un mot, par exemple. Est-ce que vous, Patrice, vous êtes d'accord avec ce que Max dit? Mais écoutez, le Mali, qu'est-ce qu'on perd son temps et ses armes et ses soldats au Mali? En fait, on peut rien faire. Ouais. Mais est-ce que ça n'arrête pas quand même Bien sûr, non, il fallait quand même y aller, malheureusement, mais nous y sommes allés trop tard. Donc, voilà, on s'enlise. Alors là, je veux rendre hommage à mes camarades soldats français qui font, dans des situations très difficiles, au Mali ou ailleurs, un travail formidable. Je ne saluerai pas nos diplomates qui font pas tout à fait la même chose, mais pour nos militaires, pour l'engagement, la nécessité que ça exige et les pertes, voilà. Si nous avions eu, et nous avions aujourd'hui au Mali, au Sahel en général, des alliés comme les Kurdes, on n'en serait pas à 45 morts. Je rappelle que les 5 années de guerre aux côtés des Kurdes ont coûté simplement 1 mort à la France, 36 000 du côté tués et blessés du côté des Kurdes, voilà. Donc le Mali, malheureusement, nous n'avions pas le choix, il fallait y aller. Si nous n'y étions pas allés, la situation serait infiniment pire pour les populations locales d'abord et pour nous. Il ne faut pas oublier, mais juste Patrick, il ne faut pas oublier que Daesh et compagnie ont un programme, bien entendu, qui ne s'arrête pas à l'Afrique. Ils sont juste qui va en Europe. Voilà, mes camarades afghans, avec qui je me suis beaucoup battu dans les autres guerres d'avant, notamment avec le commandant Mohamed Amin Wardak. Ils font face aujourd'hui en Afghanistan. Il y a eu les talibans, mais maintenant il y a aussi Daesh. Donc tout ça est planétaire, tout ça est extrêmement complexe. Nous devons évidemment nous défendre, parce que si nous refusons de payer le prix de notre défense, et c'est pour ça qu'il faut faire une défense européenne, franchement, nous sommes mal partis. Donc il y a un coup au Mali, il y a un coup dans le Sahel. L'Europe devrait être là, l'OTAN l'en empêche. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à peu près rapidement à votre question. Max, restez avec nous, on reprend après une petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous continuons la conversation avec les auditeurs de Sud Radio, Clémence, et avec Patrice Franceschi, auteur de Avec les Kurdes. Ce que les abandonnés dit de nous. Qui a-t-on? Alors, est-ce que vous voulez qu'on reprenne Max qui attendait un petit peu? Alors, on fait un tour. S'il avait envie de répondre à
On fait un tour au standard, on donne la parole à Max. Oui, merci beaucoup. Oui, mais moi, comprenez bien, je n'accable pas les hommes de la troupe et je reconnais le sacrifice. Moi, ce que je dis, c'est que justement, il faut voir quel intérêt pour ces sacrifices. Parce que quand même, l'État a reconnu plus ou moins à demi-mot ces derniers temps, moi je parle du Mali là, que justement, il n'y avait pas de plan et de projet et que plus ou moins, il naviguait à vue. C'est quand même malheureux de faire une intervention, et comme avec Bachar el-Assad, c'est quand même malheureux de faire des interventions, même en Libye, de faire, ok, on va défendre la démocratie, les peuples et tout, mais on ne prévoit pas après ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe toujours, et même c'est pareil avec l'Union européenne. On nous avait dit pendant 15 ans, ça allait être merveilleux, et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, moi c'est ça qui me dérange, c'est qu'il y a toujours effectivement des gens, et souvent les soldats de la troupe, qui payent les pots cassés. Et pour revenir à ce problème de l'OTAN, moi je rappellerai juste aux gens, parce que les gens ont la mémoire courte, il faut se souvenir quand même de la guerre dans les Balkans, du problème du Kosovo, et à l'époque déjà à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les spin doctors, qui venaient raconter le storytelling des événements. Et nous, on était passifs, et la France était un vassal encore déjà. Donc je veux dire, c'est pas nouveau. Après, moi j'apprécie votre ouvrage, je l'ai pas encore lu, mais je pense que je le lirai aussi, parce que vous êtes un bon intervenant, il y a de bons intervenants sur Sud Radio, mais c'est vrai que c'est toujours ces problèmes qui sont là depuis longtemps, et au fur et à mesure du temps, vu que ça s'aggrave, on s'en aperçoit et ça devient de plus en plus dramatique, parce que là on est débordé. Et je finirai juste pour vous dire que quand moi je voyage un peu, puis je lis pas mal les médias étrangers, la France est décrédibilisée partout. En plus, moi c'est ça qui me pose problème, c'est qu'on est décrédibilisé à tous les niveaux et on fait même plus peur militairement. Et c'est ça qui est en plus terrible, quoi. D'accord, Max, oui, Patrice. C'est vrai qu'il y a un problème, l'histoire de l'intervention libyenne, quand même, il faut s'en rappeler. Pour toutes Max a raison sur le fait que nous ne savons pas plus penser sur le temps long. Nous sommes sans arrêt à réagir à des situations comme des pompiers quand il y a des incendies et non pas pour les prévenir. C'est une réalité absolue et on le voit depuis très longtemps. C'est pas la faute à Macron, c'est pas la faute c'est la faute à tout le monde en réalité depuis très longtemps. L'OTAN bloque tout ça. La réalité optimiste que moi j'ai dans le combat, c'est d'avoir une pensée politique sur le temps long. Il faut que cela revienne. Et les médias, en la matière, médias traditionnels ou réseaux sociaux, jouent un rôle extrêmement néfaste dans ce temps court, en mettant sous pression les politiques en permanence pour réagir immédiatement et pas penser sur le temps long. Les vagues de fond générales. Par exemple, ça fait très longtemps que je dis qu'une des vagues de fond générales, des problèmes que nous aurons à subir sur le temps long, ce sera la montée en puissance de la Chine, qui, par exemple, d'un point de vue militaire, je le rappelle, construit tous les 4 ans l'équivalent de la flotte de guerre française, qui, avant-hier ou avant-avant-hier, pour la première fois dans l'histoire, est devenue la première puissance maritime en termes de nombre de navires. Ils sont encore loin par rapport aux Américains pour les porte-avions, etc. Mais cette montée en puissance, dont les médias ne parlaient jamais jusqu'à l'époque du Covid, était quelque chose qui ne date pas d'hier. Et donc les médias participent à cette problématique en ne réfléchissant pas sur le temps long eux aussi. Et donc nous sommes confrontés à cette situation politique où il faut répondre aux sondages, aux médias, etc. immédiatement demain. Et ce qu'il faut payer pour le temps long, par exemple, est-ce qu'il nous faut 1 ou 2 porte-avions? Eh bien, c'est toujours remis à plus tard. Et le jour où on a besoin, il n'y a plus rien. Voilà, ça, donc Max a raison là-dessus. Il faut donc reprendre l'initiative et l'ascendant sur le destin, sur le temps long. Alors, je crois profondément qu'on peut toujours gagner. Non. Vous savez, une des leçons... Non, mais une question précise, attendez. On va pas rester dans... vous n'êtes pas dans la généralité, on va pas... Est-ce qu'on peut, soyons réalistes et précis, est-ce qu'on peut le reprendre dans le cadre de l'Europe aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui? Parce qu'il est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est impossible. L'Europe ne veut pas. Donc il faut refaire l'Europe. Il faut refaire totalement. J'ai écrit un manifeste politique au moment des élections 2017 qui s'appelait Combattre et qui plaidait contre l'Union européenne pour les États-Unis d'Europe. Ouais. C'est-à-dire une Europe politique et non pas une Europe économique. Là, mais ça va prendre une éternité. Donc dans l'immédiat, que peut faire la France toute seule? Beaucoup plus qu'on ne pense. Vous savez, le problème chez nous, actuellement, et je l'entends sans arrêt, impliqué à 100% avec les Kurdes depuis 7 ans, depuis le début de la guerre, c'est on n'a pas les moyens. On doit faire selon ses moyens. Et je dis chaque fois, c'est pas selon ses moyens qu'un peuple doit faire, c'est selon les ambitions qu'il se fixe. Et ensuite, il se donne les moyens. Voilà, celui qui a des ambitions, c'est tout le problème. Tout le problème est là, en réalité. Absolument. On retourne au standard. On donne la parole à Isabelle qui nous appelle de Neuilly. Bonjour Isabelle. Bonjour André Berkoff. Bonjour Monsieur Franceschi. Je voulais réagir à propos de l'affaire du Quai d'Orsay, là, de cette femme qui a été interdite d'entrée parce qu'elle avait un décolleté. Non mais où allons-nous? Du musée d'Orsay. Oui, du musée d'Orsay. Oui. Mais le Quai d'Orsay peut. Oui, effectivement, pardon. Excellent.
Où allons-nous? Pour moi, cela témoigne, je vais employer un gros mot, de l'islamisation de la France. Progression de la charia, pourquoi pas. Comment faudra-t-il s'habiller? Déjà, la mode de l'été laisse entrevoir certaines choses, les robes longues avec des manches longues. Je crois que les vigiles sont d'une autre culture. Qui n'ont pas les mêmes critères que nous, qui sont obsédés comme leurs co-légionnaires par la pudeur, qui est pour moi de la pudibonderie, c'est même plus de la pudeur. Et je crois qu'il faut réagir vite, parce que sinon, la vie sera impossible en France. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant. Patrice Franceschi, pas du tout pour les mêmes raisons, c'était pas une question de... Darcey, vous parlez de cette... de Evelyne, combattante kurde, qui est morte, qui a été tuée... Et vous dites quelque chose, vous dites, j'avais dit un jour à Evelyne, ceux qui s'affrontent chez toi, si on va à la racine des choses, ce ne serait pas le code civil contre la charia. Et je crois que c'est... Alors, si vous lui avez dit ça, et elle a approuvé, mais vous avez dit aussi, ou est-ce que c'est elle qui vous avait dit, la tempête qui souffle chez vous soufflera un souffle Non, c'était pas elle, c'était une jeune combattante pendant la bataille de Manbij en 2016, qui avait reçu une balle dans le ventre. Oui. Jeune combattante kurde d'une vingtaine d'années, et je lui tenais la main et elle m'avait dit ça. Elle vous a dit, c'est la tempête qui souffle chez nous, soufflera un jour chez vous. Oui, parce qu'ils sont tout à fait au fait, évidemment, de l'actualité. C'est la mondialisation de ce qui se passe chez nous. Evelyne, qui a été assassinée par les islamistes d'Erdogan le 10 ou 11 octobre de l'année dernière, au moment de l'invasion, troisième invasion du nord de la Syrie et chez les Kurdes, des Turcs et de leurs djihadistes, qui était une amie, et elle avait 35 ans, magnifique femme politique sur le Parti du Futur, la Libé, etc. Bien évidemment, on a affaire là à des musulmans laïcs qui plaident pour la laïcité, pour l'égalité homme-femme, pour la liberté évidemment et la démocratie, et le respect des minorités. C'est insupportable aux yeux des islamistes. Je parle de la Syrie, la Syrie. Voilà, c'est comme ça. Donc ils les massacrent. Alors, j'ai pas du tout, j'ai appris cette affaire-là du musée d'Orsay tout à l'heure, je l'ai pas su, donc je n'ai pas les éléments. Non, mais donc je sais pas du tout si ça a le même rapport, mais ce qui, moi, m'intéresse par rapport à cela, c'est que ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, au cœur même du monde musulman, c'est une fraction qui veut devenir moderne, et je parle là des Kurdes de Syrie, et qui donc veut l'égalité homme-femme, insupportable aux autres, et qui veut la laïcité. Dieu est à la maison, il n'est pas dans l'espace politique, et qui sont massacrés pour cela. Face aux fanatiques et aux intégristes. Exactement, et qui disent effectivement, nous, on veut un code civil, comme en Occident, comme chez vous, qui rendra la femme égale de l'homme et la liberté, et je fais ce que je veux finalement tant que je nuis pas aux autres, et non pas une vérité révélée qui va m'imposer comment je m'habille, comment je mange, comment je m'assois, comment je discute, etc. Voilà, c'est le combat qui a lieu en ce moment au Moyen-Orient. Et si les Kurdes sont autant vilipendés par l'ensemble des États du Moyen-Orient, etc., c'est parce qu'ils veulent être des exemples de modernité et remettre en cause ça. Ce qui est très frappant. Moi, ce qui m'a tout à fait frappant, c'est que ces gens progressistes, les Kurdes de Syrie, de gauche, mais d'une gauche, comment dirais-je, extrêmement moderne, la gauche française ne les a jamais défendus. Oui, ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça m'a vraiment frappé. On va reparler de ça. Clémence. Est-ce que nous vivons encore libres et debout? C'est un peu la conclusion de l'ensemble des sujets abordés aujourd'hui. Bien, venez nous dire ce que vous en pensez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkoff est dans tous ses états avec son invité Patrice Franceschi. Et vous, chers auditeurs qui nous appelez au 0826 300 300, on donne tout de suite la parole à Laurent qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Laurent. Oui, bonjour. Moi, je voulais intervenir sur la première partie de l'émission. Allez-y. Mais on vit dans un monde, mais on devient débile ou on a oublié. Je sais pas, on est. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Je sais plus, je sais pas quoi. Je sais plus parce que je me dis, mais ça va durer combien de temps encore? Un certain temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Est-ce qu'il faut changer les gens qui sont à la tête du pouvoir français? Est-ce qu'il faut passer avec des gens comme Marine Le Pen ou je ne sais quoi? Enfin, je sais pas. On n'est pas à un moment où on trouve ça normal qu'un garçon de 14 ans tambourine une jeune fille, qu'on le filme, why not? Parce qu'effectivement, ça a permis de savoir. Mais
il n'y a pas des gens qui sont là pour... Les parents, ils sont pas là pour mettre une fessée ou mettre une bonne gifle au gamin et dire, mais je sais pas, moi, je sais pas, moi, je suis dans 68, on est dans un monde, je sais pas quoi, on vit dans un monde de débiles. Écoutez, non mais vous posez la question et la question, vous pouvez dresser le tableau. Il y a deux problèmes et il y a une alternative, il n'y en a pas 25 000. Hein. C'est que il y a les gens qui adoptent la culture de l'excuse. Oui, c'est comme ça, c'est terrible, on va essayer de faire des choses. Mais vous comprenez, c'est opprimé, c'est économique, la pauvreté, il n'y a plus de parents, les familles sont décomposées, il n'y a plus d'autorité parentale. Et donc, oui, c'est terrible, mais il faut comprendre. Par exemple, une députée EELV ce matin, ça n'a rien à voir, sur les squatters, vous savez, un squatter peut rentrer chez vous, au bout de 48 heures, si vous n'avez pas protesté, eh bien il reste, et vous pouvez rester 6 mois ou 1 an si vous ne réagissez pas autrement, et sinon c'est vous qui êtes arrêté, pour retrouver votre appartement ou votre maison que vous avez acheté, payé, etc. Bien, c'est la loi. Et la députée EELV disait, oui, mais vous comprenez, il faut comprendre aussi, il faut trouver des moyens, il faut trouver... Qu'est-ce qui se passe en fait? Où les gens se disent, bon, écoutez, oui, il faut réagir, mais il faut comprendre la culture de l'excuse, où des gens disent, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. Et là, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. On accepte ou on n'accepte pas. Et il y a diverses manières. Je dis pas qu'il faut tous aller se battre et s'armer et pratiquer l'autodéfense. Je dis simplement que si vous ne réagissez pas en permanence et en masse auprès de vos politiques, auprès de vos représentants, que ce soit locaux, etc., en disant on n'accepte plus, c'est plus possible. Mais c'est pas possible. On vous laisse pas faire. À la base, les gilets jaunes, c'était un peu ça. Il y avait ça. Les gens, c'était quand même pas normal que des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui travaillent, peu importe le job qu'ils font, pardon. Si je peux me permettre... Si je peux me permettre, vous pouvez toujours, en tant que citoyen, si vous n'êtes pas devenu un simple consommateur, réagir à chaque fois auprès de votre député, auprès de votre maire, un courrier, et exiger, par rapport aux problèmes que vous exposez, une réponse. Si tout le monde fait ça, ils vont réagir. Je parle en règle générale. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours au moins un petit moyen en démocratie, et tant que nous y sommes, pour ne pas simplement vous laisser faire quand vous estimez que quelque chose ne va pas. Je ne prends pas des cas particuliers, mais en règle générale. Ensuite, si tout le monde fait ça, vous verrez que les choses peuvent changer. Je ne dis pas que c'est la panacée, évidemment, mais si votre député reçoit sans arrêt de tous les citoyens problématiques sur les squatteurs, par exemple, ou autre chose, les choses peuvent changer. En fait, je dis simplement que tout n'est pas perdu, voilà. Allez-y, oui. Je crois que c'est en 95 qu'ils ont fait une loi qui dit que les votes blancs, on n'en tient plus compte. Oui. Ce qui fait que avant on en tenait compte, c'est-à-dire que s'il y a une élection au deuxième tour, il y avait plus de gens qui avaient voté blanc que... Oui, 50% et plus de vote blanc, absolument. Mais vous avez vu, non mais je vais vous dire, le problème de ça... Ce que je veux justement, c'est qu'à un moment quand vous gueulez auprès de votre député, c'est qu'ils arrivent à faire des choses pour contrecarrer ce que vous dites, et à un moment, c'est compliqué. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans une société complètement compliquée où on marche sur la tête continuellement, où il y a des aberrations. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Non, mais je vais vous dire, en fait, la débilité aussi, il faut le dire, il ne s'agit pas de jeter la faute sur tel ou tel ou tel. Le problème, c'est qu'on vit dans une culture de la tolérance maximum, de l'acceptation maximum, et il faudrait une culture de la tolérance zéro. Si, effectivement, toutes ces types qui aillent tabasser avec un courage formidable, une fille de 14 ans, etc., si, excusez-moi, leur famille, parce qu'on me dit, il ne faut pas toucher la famille, on ne peut pas. Et oui, mais à un moment donné, comme ils sont mineurs, vous savez très bien, on a parlé hier avec Georges Fenech, il n'y a pas de jugement, il y a une espèce d'impunité. La culture de l'impunité s'est installée. Alors je dis pas qu'il faut que de la répression, bien sûr qu'il faut de l'éducation, il faut tout ça. Mais si quelqu'un qui n'en a rien à faire, ni de la morale, ni de la nation, ni de tout ça, ni des règlements des fameuses valeurs de la République et la liberté, il sait même pas ce que c'est, pardon, il sait même pas ce que c'est parce qu'on ne lui a jamais appris. Si lui n'a pas à un moment donné un obstacle, une sanction, quelle qu'elle soit, eh ben il va continuer. En fait, et en résumé, pour notre interlocuteur, en état de droit, comme le nôtre, en démocratie, le respect de la loi est essentiel. Point barre. Et la loi est bafouée la plupart du temps. Voilà. C'est tout ce qu'il faut dire. Et on ne l'applique pas. On l'applique pas. Donc à partir du moment où la loi
d'une république démocratique n'est pas appliqué, fatalement, on tendra vers une non-démocratie. Et on n'est plus en démocratie quand vous le savez. Les parents, faut les sanctionner. Faut les prendre au porte-monnaie parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Mais absolument. Et moi, je suis désolé, mais quand vous faites des enfants, c'est pas pour que ça vous touchiez de l'argent des allocations familiales et vivent dehors. Oui, mais ça, donc à un moment, mais la réalité étant celle qu'elle est, le problème, il est même pas de savoir vous faites ou vous faites pas des enfants. Le problème, c'est il faut que vous sachiez que si vous cassez quelque chose, vous brisez quelque chose, vous faites un truc, eh bien, il y aura une sanction modulée, tout ce que vous voulez, etc. Il y aura une sanction. Si vous savez et vous voyez et vous le voyez tout le temps et depuis des années, ça encore. Les territoires perdus de la République, on a beaucoup parlé de ça. Mais c'est au-delà de ça. Si vous savez que, vous savez, c'est comme à tout âge. Si vous savez que vous ne risquez rien, on revient à risquer sa peau, jouer sa peau. Si je sais que je peux faire n'importe quoi et que je n'aurai aucune sanction, il n'y a aucun problème. Si les parents savent que il est mineur, écoutez, il est mineur, regardez les trafics de drogue, ce qu'on appelle les chauffeurs, on met des mecs de 12 ans parce qu'à 12 ans, 14 ans, ils seront pas sanctionnés de la même façon. Voilà. Bon. En résumé, dans les États totalitaires, la loi est faite pour contraindre le peuple. Dans les États démocratiques, elle est faite pour les libérer. Si la loi n'est plus, dans les États démocratiques, n'est plus respectée, on tourne vers l'État totalitaire. Eh oui. Et je t'ai dit calmement. Est-ce que nous sommes dans un État totalitaire? Non, pas encore. Voilà. Mais on peut s'y diriger. Et puis un bon matin, tout est possible. Un bon matin, total. Dans les temps post-héroïques que nous vivons, le retour de l'irrationnel contre la raison, donc encore une inversion des valeurs, explique beaucoup de choses, notamment le fait de Patrice, ça s'est passé, le retour de l'irrationnel, ça s'est passé dans les années 30, ça se passe tout le temps. Ça fait à peu près un siècle que ça a vraiment commencé. Allez, on réagit aux affaires du musée d'Orsay, à l'affaire Nabil, avec cette agression qu'il faut cacher maintenant, culture de l'excuse ou soumission. Venez nous dire ce que vous en pensez au 0826 300 300 tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, dans tous les États, Patrice Franceschi aussi, avec les Kurdes, ce que les abandonnés dit de nous, et puis avec vous, auditeurs de Sud Radio. Et avec Jean-Charles qui nous appelle du Tarn. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour Jean-Charles. Heureusement que vous existez. Mais vous me redonnez un peu le moral, mais globalement je suis quand même démoralisé. Parce que, par exemple, si Nabil s'était prénommé Michel, l'a dénommé Marlène Schiappa, qui a mis ses enfants dans le privé, est-ce qu'elle aurait dit qu'il fallait planquer la vidéo sous la moquette, à votre avis? Écoutez, c'est une question qu'il faudrait poser à Marlène Schiappa, mais je vous promets, attendez, si je l'ai au téléphone et je l'aurai un de ces jours, je lui poserai la question comme vous l'avez posée. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. On peut se poser la question. La langue de bois. Et le musée d'Orsay, alors là, heureusement, vous en parlez, mais il faudrait aller au bout de la réflexion. La direction s'excuse. D'accord. Mais est-ce qu'elle a fait une enquête pour savoir les motivations du personnel qui a fait ça? Écoutez, vous avez parce que si on ne fait rien, parce qu'on voit bien la motivation sous-jacente, et on va pas au bout. C'est assez... Non, vous avez raison. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, il y a eu une préposée aux réservations et un vigile qui ont dit non, ça va pas, vous pouvez pas vous présenter comme ça. Bon, est-ce que la direction du musée d'Orsay, là vous posez, et comme votre première question, c'est une vraie question, c'est une vraie interrogation. Est-ce que ils ont sanctionné ou en tout cas réprimandé? Personne n'a dit attendez, vous n'allez pas commencer à juger les entrées au musée d'Orsay en fonction de l'habillement ou de la tenue vestimentaire de tel ou de tel. Est-ce que ça a été fait? Ça, on ne sait pas. Nous, évidemment, ça nous a fait réagir et ça nous a fait bondir quand on a lu cela. Et heureusement, on le lit, je vais vous dire aussi, souvent sur les réseaux sociaux, la presse aussi, il ne faut pas non plus, la presse en parle, mais il y a un vrai problème. Mais on revient à ce qu'on a dit avec Patrice Franceschi, c'est toujours pareil. On se résigne pas. On accepte ou on n'accepte pas. On fait quelque chose ou on ne fait pas. Vous savez, c'est l'éternelle question, on n'en sort pas. Alors il ne s'agit pas de descendre dans la rue, mais à un moment donné, moi j'ai un auditeur qui me dit alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre les armes? C'est une vraie question quand il a eu dans sa famille quelqu'un qui a été massacré comme ça. C'est une vraie question et vraiment c'est pas facile, hein. Il faut avoir de la responsabilité. On ne veut pas dire n'importe quoi et je suis pas là pour prêcher
En revanche, vraie question. Voilà. Voilà, M. Berkoff. Sinon, globalement, je pense que c'est en plus très difficile de contester pour nous parce que la société nous condamne dès qu'on commence à contester, parce que moi je suis blanc, je suis ex-catho, je suis un vieux machin en plus. Alors, comment est-ce qu'on peut contester, de quel droit peut-on contester des dérives qui sont faites au nom d'une autre religion ? Sans être traité de facho, Non, alors justement, pardon, si Patrice voudrait répondre, il répondra avec plaisir. Le problème, il est là. Il s'agit pas de dire vous. Alors effectivement, il y a toujours, vous parlez comme les fachos, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais ça, c'est le chantage traditionnel. Ça fait 20 ans que ça existe. Il faut vraiment se dire, on n'en a rien à faire. Le vrai problème, c'est ceux qui laissent faire. Vous savez, Einstein disait, les plus dangereux, c'est pas ceux qui commettent des méfaits, ce sont que ceux qui les connaissent et laissent faire. Ça veut dire que ce qu'il faut, c'est réagir. Ce qu'il faut, c'est par exemple, je vais vous dire, imaginez, restons sur l'histoire du musée d'Orsay, imaginez que les auditeurs de Sud Radio et d'autres ont entendu ça, regarde, eh bien inonde, je dis bien inonde en tout cas, de mails, de messages, de ce que vous voulez sur Facebook et ailleurs, la direction du musée d'Orsay. Et que la direction du musée d'Orsay, on en a parlé, reçoivent un nombre important de messages. Je vous assure qu'ils feront attention la prochaine fois. C'est pas, vous voyez, voilà. Si je peux me permettre. Oui, Patrice. Vous disiez au départ, vous êtes démoralisé. Si vous êtes démoralisé, vous avez déjà perdu. Franchement, il ne s'agit pas d'être démoralisé. Songez à nos grands anciens qui ont vécu des situations infiniment plus démoralisantes. Prenons la résistance française en 40. Vous imaginez les premiers résistants comme ils devaient être démoralisés? En réalité, ils ne l'étaient pas. Ils avaient l'énergie et la volonté de redevenir libres. Et ils ont payé le prix pour cela. Donc, ne soyez pas démoralisés, quel que soit ce que vous pensez. Je ne mets pas en cause le fond. Simplement, l'idée même que nous puissions, par la démoralisation, cesser de nous battre et cesser de porter les valeurs que l'on veut. La liberté d'expression, aujourd'hui, franchement, est tellement mise en cause, en accusation, etc., qu'il faut simplement dire ce que l'on veut dire. Et en tout cas, vous voyez, par exemple, enfin, je dis quelque chose là, mais je crois effectivement que le citoyen, quel qu'il soit, encore une fois, il ne s'agit pas d'être héroïque et de jouer les héros et de descendre dans la rue et de tout casser, surtout pas. Il s'agit de faire pression. Et je vous assure que la pression, elle joue. Elle a joué, par exemple, à un moment donné, elle a joué très fortement. Je vous donne un exemple très précis. Comment ça s'appelle ? Instagram avait censuré, je crois que c'était une histoire de voile ou je ne sais pas exactement. Enfin, il y avait une histoire comme ça où ils avaient censuré une photographie ou quelqu'un. Je ne sais plus, c'était il y a un mois, c'était pas longtemps. Eh bien, je vais vous dire, il y a eu un tel afflux de messages qu'ils ont été obligés de rétablir. N'oubliez pas que là aussi, on peut jouer au portefeuille. Par exemple, une firme qui met des affiches auxquelles vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de boycotter. Si vous êtes évidemment tout seul, elle s'en fiche. Si vous êtes 10 à boycotter, elle s'en fiche. Mais si vous êtes 1000, 2000, 3000, 4000, je vous assure qu'elle ne s'en fiche pas. Ça, c'est vraiment une question d'efficacité. Et la signification qu'on vit encore en démocratie grâce à Dieu. Voilà. Ça fait du bien de vous entendre. Non, mais le fond de ma démoralisation, c'est qu'en fait, je ne vois aucun homme ou femme politique qui soit capable, parce que Le Pen, machin, non, c'est vrai, faut arrêter, Macron. Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Il y a un vide abyssal. Ben écoutez, c'est une vraie question. Rendez-vous à 2022. Mais on va simplement dire, et j'espère que ce proverbe, alors j'espère vraiment que la nature ayant horreur du vide, on va avoir le meilleur et pas le pire. On verra. Merci beaucoup, M. Berkoff. Bonne journée. Merci à vous, Jean-Charles. Et on retourne au standard 0826 300 300. Je vous propose de donner la parole à Michael, qui nous appelle d'Angoulême. Oui, bonjour Michael. Oui, bonjour, enchanté. Merci de me prendre à l'antenne. Je suis honoré. Je vous écoute de plus en plus. Merci. Il m'est arrivé une petite histoire. Oui. Je me suis fait agresser deux fois de suite, à 15 jours d'intervalle dans un supermarché. La première fois, je me suis fait bousculer et c'est parti en insulte. Et puis, dans quelle région, si c'est pas indiscret En Charente. En Charente, d'accord. Donc la première fois, j'ai fait bousculer. Oui, voilà, on m'a bousculé. J'ai demandé de s'excuser. Il est parti. Je me suis fait insulter. Enfin voilà. Et puis je n'ai rien dit. 15 jours plus tard, à peu près au même endroit, étrangement,
La même chose arrive. Je me fais bousculer. Ouais. Là, on était en pleine période de confinement et de Covid, donc c'était ma sortie de la quinzaine pour aller faire mes courses. Pour aller faire les courses, oui. Donc petite bousculade, je demande à cette personne de s'excuser et flot d'insultes. C'était la deuxième fois, et flot d'insultes de mon côté aussi, jusqu'à ce que je me fasse cracher dessus. Et là, j'ai rétorqué en lui mettant un coup de poing, tout simplement. Ouais. Je ne dis pas que cette réaction était juste, je ne dis pas que c'était moral. C'était normal. C'est ce qu'il fallait faire. C'était normal. C'était normal. Hein, oui, absolument. Normal. J'ai réagi, c'était bien ou mal. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si c'était bien ou mal. Je pense pas que c'était vraiment pas la meilleure réaction à avoir. Je vous donne mon absolution. Sur le moment. Non, mais écoutez, franchement, on vous crache dessus, je vois aucune raison pour le fait que vous réagissiez pas. Alors, qu'est-ce qui s'est... Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, le problème, c'est... excusez-moi, je vous en prie. J'en prie, non, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Oui, il s'est passé quelque chose. Voilà, ce qui se passe ensuite, c'est que les vigiles m'ont demandé si je désirais porter plainte pour cette personne, parce que cette personne était quand même très véhément, donc ils ont bien vu que c'était lui la cause du problème. Oui. Mais j'ai dit non. J'ai dit non, puisque c'est moi qui ai porté le premier coup. Ouais, je comprends. Non, le crachat était un coup. Exactement, le crachat est un coup aussi. Hein, je ne savais pas. Je ne savais pas que... On ne parle pas juridique. Moi, j'ai juste une question technique. Après le coup de poing, il était par terre ou pas? Non, c'était un molosse. Hein. Je me suis pas... J'étais énervé. Non, je plaisantais. C'était pas un gringalet, mais c'est surtout sur de la fureur en fait, du moment, 2 fois de suite, toujours par le même genre de personne. Et je suis désolé, il n'y a pas de stéréotype à avoir là-dessus, mais c'est toujours le même genre de personne qui manque de respect, qui menace de mort, qui vous insulte, donc ça s'est arrivé. À force, ça devient pesant, mais est-ce que réagir de cette façon-là a été la bonne solution? J'en suis pas sûr. Bon, si je peux vous dire quelque chose. Moi, si on me crache dessus, donc l'agression vient de l'autre, pas de moi. Je suis un homme pacifique, je mets un coup de poing. Et je pense que j'ai raison. Oui, non, mais je veux dire, je crois, honnêtement, je vais vous dire, je crois qu'il ne faut pas se laisser faire. À partir du moment où c'est pas vous qui avez agressé, c'est pas vous qui avez insulté au départ. Voilà, c'est pas vous qui avez... écoutez, non, mais il est là le problème. C'est que les gens pensent que, oh là là, surtout, il faut pas bouger. Et on les encourage à ça. Et on les encourage à ça. Bien sûr, ce qui me frappe, la passivité. Ce qui me frappe dans votre cas, ce qui me frappe dans votre cas, monsieur, c'est que j'estime que vous avez eu la bonne réaction. Se laisser cracher dessus. Encore une fois, quand on est victime, quand on n'a pas soi-même l'agresseur. Je conteste toute agression, mais si on est soi-même victime et que vous réagissez de la même manière que l'autre, moi, ce qui me frappe avec vous, c'est que vous vous posez la question du bien et du mal. Bien sûr que vous avez eu raison. Bien sûr que vous avez eu raison. Qu'est-ce que vous auriez fait alors? Vous laissez cracher une deuxième fois? Exactement. Eh ben donc vous avez eu raison. Et ne vous posez plus la question. Lorsque vous écoutez aujourd'hui tout ce que l'on vous dit, voilà, tout ce qu'il faut faire, et il ne faut rien dire, et monsieur a une couleur de peau un peu plus foncée que vous, donc il y a un problème. Et j'arrive au fond, on vous culpabilise, vous êtes le blanc, colonialiste, raciste, etc. Il y a le poids de la morale, non, mais parce qu'il y a un poids moral. Je parle simplement le principe, on se défend, point barre. Je ne parle pas d'autre chose. Non, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a un discours et une doxa qui consiste d'ailleurs pas seulement pour les blancs, noirs et compagnie, qui consiste à dire attendez, laissez faire. Voilà, laissez-vous faire. Attention, il n'y a pas de problème. C'est la seule chose que je conteste. Et attention, mais Patrice, on voit très bien dans les faits divers, et quel qu'il soit, encore une fois, de quelque communauté ethnique qu'il soit, ne fait aucune espèce de différence. Quand vous avez des gens qui, effectivement, répliquent, par exemple, alors, on l'a vu, des boulangers ou des épiciers, se faisant cambrioler 15 fois. Bon, 15 fois. Au bout d'un moment, le type, à la 15e fois, il n'en peut plus, il a un flingue, il tire, il le tue pas, mais il tire. Et il se fait condamner, et en prison. Parce qu'on n'a pas le droit aujourd'hui, dans la légitime défense et l'autodéfense, voilà, les règles sont tellement strictes. Quoi de la légitime défense? Je suis pour la légitime défense. Vous êtes pour, c'est ça. Écoutez, la loi est pour la légitime défense. En France, elle existe. Ah oui, pourtant elle n'est pas suivie là. Le problème, c'est qu'on confond souvent légitime défense, autodéfense. Si je suis attaqué, boulanger, il prend ma caisse, il s'en va, et de dos, je prends mon fusil et je lui tire une balle dans le dos, c'est pas de la légitime défense, c'est de l'autodéfense. Bon. Donc la loi condamne celui qui a tiré. La légitime défense, c'est une loi française qui précise la proportionnalité entre l'attaque et la défense. Donc c'est très complexe en réalité. On peut considérer une légitime défense, il commence à sortir son pistolet, je tire dedans.
Si j'en ai un moi-même, c'est pas. Là, on est condamné. Donc, en termes juridiques, la légitime défense existe en France. Oui. Elle est tellement précise que ça prête à confusion parfois sur elle est tellement précise qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que c'est difficile de l'appliquer, mais regardez même pour les policiers, les gendarmes, etc. Cette affaire, on est tellement une société pacifiée qu'on n'a pas voulu enlever la légitime défense, évidemment, mais on l'a extrêmement encadrée, au point qu'il est parfois difficile de légitimement se défendre. Non mais Patrice, c'est un vrai problème, parce que je ne parle pas des policiers et des gendarmes, parce qu'eux exercent la violence légitime au nom du citoyen. Mais ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, heureusement d'ailleurs. Ils ont le droit d'être armés, heureusement, absolument, je suis d'accord. Mais le citoyen qui n'est pas armé, Bon, alors lui, en fait, c'est ça qui est... Lui, il est désarmé. Le mec qui vient, le cambrioleur, ou le tapeur, ou l'agresseur, il sait qu'il est désarmé, enfin dans les 95% des cas. Bon, alors, que fait l'autre? Si, par exemple, alors, il se bat pas. C'est ça qui est, parce que vous dites la légitime défense est dans la loi, mais elle est sacrément elle est très encadrée, bordurée. Hein, elle est très encadrée. Et d'une certaine manière, c'est bien qu'elle soit encadrée. C'est bien que l'utilisation de la violence légitime par la police et la gendarmerie soit très encadrée. Évidemment, on n'est pas en Syrie, on n'est pas bon. C'est absolument nécessaire. Maintenant, cette nécessité est tellement cadrée que parfois ça empêche. C'est l'équilibre qui est toujours très difficile à trouver. Moi, je pense aux citoyens. Hein. Je pense aux citoyens lambda. Le problème des citoyens, c'est que puisque la violence légitime est donnée à l'État, l'État démocratique doit l'appliquer de telle manière que le citoyen n'est même pas à se poser la question de sa légitime défense à lui. Or, nous sommes aujourd'hui dans un basculement progressif dans l'autre sens, d'où les questions que nous nous posons. Il faut, dans cette affaire-là, raison garder son sang-froid, rester en état de droit et en état démocratique, sans pour autant dire aux citoyens ne vous défendez pas. Cet équilibre est très difficile à trouver aujourd'hui. Il sera à trouver demain si nous ne voulons pas vivre dans des sociétés où je crains pour mes enfants quand ils sortent dans la rue. Et c'est une des questions de société auxquelles il faudra répondre au moment des élections présidentielles. Et absolument, et cette crainte est déjà là. Non, parce que le vrai problème, il est là. On l'a posé, notre auditeur l'a posé, et nous la posons. C'est que c'est très bien. Effectivement, il faut encadrer. Il ne s'agit pas de revenir au Far West et de faire n'importe quoi. Il faut simplement, quand même, d'une façon, c'est qu'on protège vraiment les citoyens. Et quand vous dites que le citoyen n'a pas à se poser de questions par rapport à sa protection, malheureusement, de plus en plus, il se la pose. C'est le tournant très progressif que nous vivons depuis pas mal d'années et qui ne doit pas aller plus loin. Donc nous devons à un moment donné se rappeler que le citoyen ne doit pas se défendre lui-même parce que la loi et le pays le défendent. Oui. Et que c'était le cas peut-être dans les années 60, 70, 80, voilà. Si la loi et le pays le défendent. Voilà. Et c'est à ça qu'il faut revenir. Ne pratique pas la culture de l'excuse et de la Libye. Et donc c'est tout cet équilibre qu'il y a. Mais en la matière, franchement, il faut raison garder parce que les dérives peuvent nous attendre. Mais le principe de la légitime défense et le principe de ne pas se laisser faire, franchement, bien évidemment. Eh bien, merci beaucoup André Berkoff, merci beaucoup à notre invité, surtout Patrice Franceschi, qui a écrit ce livre avec les Kurdes, ce que les avoir abandonnés dit de nous, aux éditions Tract de Gallimard. Et puis merci à vous tous qui nous appelez et nous écoutez. Rappelez-vous que vous pouvez réécouter justement cette émission si vous l'avez prise en cours sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye qui nous pose cette question: comment retenir son éjaculation? Vaste question, vous pouvez nous appeler aussi pour ce sujet. À tout de suite.